Bon, il y a l'encre qui se trouve dans le petit réservoir de le stylo. Donc, vous n'allez pas vraiment avoir une chronologie d'action très compliquée. C'est très simple. Alors, est-ce que c'est clair, ça veut dire le fait de voir un système selon les trois points de vue, fonction, structure et comportement. Monsieur, je trouve qu'il y a une petite ambiguïté entre le comportement et les fonctions, car la différence est très... On ne peut pas vraiment la concrétiser, mais euh, Vous allez la comprendre le diapo suivant. Chez Mouchki. Le diapo suivant, il va faire la différence. On a déjà le comportement. Pour bénéficier d'une fonction, le système il va faire un comportement. Bref, l'exemple dit le stylo, la fonction d'écrire ou de mettre une trace sur un papier, c'est la fonction. Alors que le comportement, c'est différent. Ça veut dire c'est toutes les petites tâches que vous ne voyez pas et qui vous a permis d'écrire. Même la libération de l'encre, ou même l'appui sur ça veut dire avec la petite pointe qui se trouve au bout des stylos, qui va libérer l'encre jusqu'à ce que donc, vous allez écrire. Il y a deux tâches, donc c'est un comportement. Alors pour le téléphone, c'est encore plus clair. Si vous allez utiliser le téléphone pour consulter une information sur le net, et vous allez défiler des écrans, vous allez chercher l'écran, par exemple Google, etc. Alors, derrière le défilement, il y a des tâches qui se font en arrière-plan. C'est un comportement. C'est un programme informatique. C'est des algorithmes qui se font derrière. C'est un comportement. Donc, le comportement, rien à voir avec la fonction que vous avez utilisée. Rien à voir avec le sens point de vue. Ça veut dire pour arriver à consulter Google pour chercher une information, donc l'objectif, chercher l'information, la fonction que le téléphone il vous a offert, c'est d'accéder à l'information. C'est ça la fonction. Mais ça veut dire le comportement a un ensemble d'actions derrière ça. Donc, vraiment une confusion entre la fonction et le comportement. Mais de toute façon, vous allez la voir mieux le slide suivant. Il y a une interaction entre les trois composants. On ne peut pas isoler le comportement, elle a les fonctions, elle a les fonctions, elle a la structure. Ça se trouve que les fonctions, elle est en interaction, là, il est en relation avec le comportement et la structure. Alors, on va voir quels sont les outils ou les méthodes qu'on peut utiliser pour chaque point de vue. Si on offre la fonction, ce n'est pas la même chose qu'on offre la structure. Et d'ailleurs, c'est encore lorsqu'on offre le comportement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions. Les autres éléments,
Ce n'est pas, ils ne nous intéressent pas, ils sont intéressants pour nous, mais ça demande d'autres détails. Il y en a d'autres cours, ils vont les détailler. Alors, pour le comportement, je connais les méthodes ou là, les modèles qui sont utilisés à ce niveau-là pour représenter le comportement. Donc, je vais vous donner des exemples. Alors, pour tout ce qui est comportement, je peux utiliser la représentation temporelle, ça veut dire l'intégration du temps, ou la représentation logique fonctionnelle. Alors, je commence par la représentation temporelle. Lorsque vous avez, je ne sais pas, une équation mathématique qui représente le déroulement d'une activité physique. Une équation qui représente la température en fonction du temps, par exemple. Donc, c'est une représentation temporelle en utilisant une équation mathématique. Donc, c'est un modèle ou une méthode qui peut représenter le comportement. Un chronogramme. Et puisqu'on parle de chrono, derrière le chrono, la dimension, quelle dimension derrière chrono? Du temps. Temporel. Donc, un temps. Donc, puisque c'est un chronogramme, ça veut dire qu'il représente, je ne sais pas, un phénomène en fonction des temps. Donc, c'est un comportement derrière. Un chronogramme, c'est une modélisation temporelle qui est utilisée pour représenter un comportement. Le diagramme de Gantt que j'avais présenté, c'est également, je peux l'utiliser pour représenter un comportement. Diagramme de Gantt. Ça, c'est juste des exemples pour la représentation temporelle. Alors, pour la représentation fonctionnelle, il y a d'autres méthodes ou la modèle, un langage algorithmique. Donc, c'est une représentation logique fonctionnelle. Un algorithme, donc, je ne ou un comportement avec un début et vers la fin, donc j'aurai un résultat. Donc, vous allez écrire un code et vers la fin, il va réaliser une opération, donc avec un enchaînement. Donc, c'est un comportement. Donc, le langage algorithmique lui-même, il représente un comportement. Les équations booléennes. Je pense que vous l'avez étudié l'électronique numérique ou la chihaja, ou l'algèbre de Boole. Donc, une équation booléenne, elle représente un comportement, mais avec une représentation logique. Et encore autre chose que vous allez voir, l'automatisme industriel, par exemple, graph 7. Donc, vous allez le voir avec professeur Kabesh pour les automatismes industriels. Je pense même la méthode GEMA aussi. Un logégramme, comme son nom l'indique, comme vous les utilisez, donc il représente un comportement. Et là, vous représentez des étapes, etc. Donc, c'est un logégramme. Donc, tout ce que j'avais présenté comme exemple, ce sont des méthodes ou là, des modèles qui représentent le comportement. Soit une représentation temporelle ou là, une représentation logique fonctionnelle. Donc, je vais ignorer pour passer aux autres axes. Alors, ça, c'est pour le comportement. Ce qui nous intéresse, et c'est sur ça, on va détailler même cette partie analyse fonctionnelle, il y a des modèles qui sont utilisés pour représenter les fonctions. Ce qu'on appelle les diagrammes interacteurs.
les diagrammes interacteurs, le modèle SADT, le modèle FAST, etc. Et deux, ils sont dédiés pour représenter l'aspect fonctionnel. Alors, pour représenter la structure, il y en a aussi des modèles ou là des méthodes. Alors, c'est quoi le... Vous allez me donner un exemple ou là, deux exemples sur les moyens ou là, les modèles que je peux utiliser pour représenter une structure. De toute façon, vous connaissez. Monsieur, c'est quoi la question, s'il vous plaît? Euh, pour le comportement, je vous ai donné des exemples. Pour les fonctions, on ne va pas les détailler puisque c'est notre objet de cette partie du cours. Alors, pour la structure, pour représenter la structure d'un système, vous allez me donner une méthode ou la deux méthodes que vous connaissez. La nomenclature. La nomenclature, donc, il peut être une représentation arborescente. Oui, Le répertoire des plans. le répertoire des plans, là, c'est mieux le dessin industriel. Et là, lorsque vous allez mettre un dessin ou là, les perspectives d'un système ou là, d'un produit, voilà, vous avez représenté la structure. Donc, c'est ça. Donc, je vais citer quelques exemples. Il y aurait ça. Donc, alors, pour les modèles structure, au niveau structure, tout ce qui est schématisation fonctionnelle, tout ce qui est schématisation fonctionnelle, il fait partie des modèles de représentation de la structure. Et tout ce qui est représentation aussi détaillée. Donc, à titre d'exemple, les schémas cinématiques, ou là, les schémas de puissance, ou là, de commande, il fait partie des schémas schématisation fonctionnelle qui représentent la structure. Donc, je pense que vous avez vu les schémas cinématiques, mécanique industrielle. Les blocs, c'est très simple. Un schéma de bloc, ça veut dire, ça veut dire la structure se forme de rectangle ou là, de triangle, de rectangle ou là, même avec des carrés. Le schéma de puissance, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez vu l'année dernière, les installations Schéma, électriques. oui, schéma de puissance d'un moteur. Donc, les schémas de commande. Donc, à deux, ce sont des schématisations fonctionnelles. Et également, c'est la catégorie représentation détaillée. Tout ce qui est les perspectives, dessin, les vues de perspective, dessin d'un projet, le plan d'implantation des composants. Par exemple, il y a une carte électronique. Donc, le plan d'implantation de ces composants, donc c'est une représentation détaillée. Là, vous avez pris un plan qui détaille donc des bâtiments, etc. Donc, c'est un plan d'implantation des composants qui sont des bâtiments, par exemple. Donc, le modèle ou là, les modèles qui représentent la structure sont ces deux modèles. Tout ce qui est fonctionnel, schématisation fonctionnelle ou la représentation détaillée. Alors, ils ne représentent pas la même chose que les fonctions. Laquelle vers la fin,
un système, c'est une seule entité, je peux donc voir ce système-là selon trois points de vue. Si je le vois aspect comportemental, donc je vais le modéliser en utilisant ces outils, ces méthodes. Si je le vois selon le point de vue fonctionnel, je peux utiliser ces modèles. Et si je le vois selon le point de vue structure, donc je vais voir selon là, je vais le représenter selon troisième, euh, ça veut dire type de modèle. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont en relation. Maintenant, pour avoir des fonctions, il fallait mettre un comportement. Pour assurer une fonction, des fonctions, il fallait organiser les composants avec une structure bien définie. Et les composants que vous allez trouver une carte électronique insérée un téléphone, alors ils sont organisés de telle façon à assurer un certain ensemble de fonctions, mais aléatoire. C'est bon? Vous arrivez à voir, je ne vais pas dire très clairement les trois points de vue. Il y en a chacun, même ça demande des cours à part. Maintenant, si on va s'intéresser à tout ce qui est comportement, ben, on va utiliser la représentation temporelle. Ça veut dire on va utiliser les représentations adéquates. Et si on va voir l'aspect structurel, on va utiliser aussi les modèles adéquats. Et chacun est là, donc, ça veut dire une matière ou un cours à part. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Tout ce qui est représentation et modèle fonctionnel. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on est toujours dans l'introduction. Alors, il ne reste qu'un petit quart d'heure pour qu'on puisse donc finaliser la science. Alors, je commence par, après l'introduction, on va voir des définitions, une définition et les objectifs de l'analyse fonctionnelle. Alors, c'est quoi l'analyse fonctionnelle? C'est une démarche. En fin de compte, ça représente une démarche qui consiste à recenser, caractériser, ordonner, hiérarchiser et valoriser les fonctions du produit attendu par l'utilisateur. Donc, c'est très simple comme définition. C'est une démarche qui a l'objectif suivant: recenser les fonctions, caractériser ces fonctions, ordonner, hiérarchiser, puis valoriser. Et ça rejoint, ça veut dire cette définition,
Ça rejoint ce que nous avons vu rapidement dans la troisième phase de l'analyse de la valeur, lorsqu'on a dit il faut recenser les fonctions, les actions. On parlait de recenser les fonctions, les caractériser, les ordonner, les hiérarchiser, etc. Donc, c'est ça ce qu'il fallait retenir pour le moment pour la définition. C'est une démarche, principalement, elle va nous permettre de recenser les fonctions, de les caractériser, de les ordonner, et hiérarchiser et les valoriser. Et donc, je rappelle la notion de fonction. Donc, vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez de cette définition. C'est l'action d'un élément constitutif d'un système exprimé exclusivement en termes de finalité. Donc, lorsqu'on a parlé de la fonction d'un aspirateur, d'une photocopieuse, etc. Donc, on doit l'exprimer en finalité au lieu de l'exprimer avec les solutions technologiques. Alors ça, c'est la fonction. Alors, on va voir deux types de fonctions. Les fonctions de service et les fonctions contraintes. Alors, c'est quoi une fonction de service? Il peut être d'usage ou d'estime. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'analyse de la valeur, on a parlé qu'il y a la valeur d'estime, la valeur d'utilité ou d'usage. Donc, ça va rester, ces notions-là, on va les exploiter tout simplement pour différencier une fonction d'une autre. Vous pouvez donc utiliser un produit avec ses fonctions d'usage et également ses fonctions d'estime. Les fonctions d'usage, ce sont des fonctions d'utilité. Ça veut dire qu'ils vont vous rendre un service. D'estime. C'est quelque chose de subjectif. C'est en relation avec le goût, avec la couleur, avec donc des aspects qui ne sont pas donc d'utilité directement ou là physiquement. Alors, c'est quoi une fonction de service, quelle que soit d'estime ou d'usage? C'est une fonction, je vais juste ignorer pour nettoyer ce que j'avais mis. Donc, c'est quoi une fonction de service? C'est une fonction attendue d'un produit. Pourquoi? Pour répondre à un besoin. Donc, toujours, on revient au schéma que nous avons déjà discuté. Une fonction, c'est une traduction d'un besoin. Donc, c'est une fonction attendue d'un produit pour répondre à un besoin ou un élément de besoin qui peut être matériel, physiologique, psychologique, socioculturel de l'utilisateur. Donc, c'est une fonction qu'attend un utilisateur et qui répond à son besoin. Donc, c'est une fonction de service. Donc, vous allez retenir, il va lui rendre un service. Et ce besoin-là, il peut être matériel ou la physiologique, psychologique, etc. Et même les fonctions de service, on va trouver qu'elles se déclinent en deux catégories. Donc, pour le moment, retenez tout simplement c'est quoi une fonction de service. Comment on va la trouver ou l'identifier, c'est la suite de notre cours. Donc, on peut faire la différence entre deux types de fonctions. Le côté service, il y a les fonctions principales
il y a les fonctions contraintes. Donc, une fonction de service se décline en deux catégories, principale et contrainte. La différence, on va la faire la suite. Donc, je répète. Donc, nous avons plusieurs types de fonctions. On a commencé par les fonctions de service. Là, au moins, on fait la différence entre deux grandes catégories de fonctions. Il y a les fonctions de service et il y a une autre catégorie qu'on va voir la suite. Alors, c'est quoi une fonction de service? C'est une fonction qui répond à un besoin. Ouais, le besoin, il peut être matériel, psychologique, physiologique, etc. Alors, ces fonctions de service, ils se divisent en deux catégories, les fonctions principales et les fonctions contraintes. Est-ce que c'est clair sur l'aspect général? Ne posez pas des questions sur les détails principaux et contraintes, comment, etc. Donc, on va le voir ça au moment adéquat. Juste là, la notion de fonction de service. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous allez me dire oui. Si ce n'est pas clair, vous allez poser la question. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair? Non, oui. Oui, monsieur, c'est Oui, clair. monsieur. Alors là, c'est juste un rappel pour les fonctions d'usage et les fonctions d'estime. Je l'avais déjà expliqué. Vous pouvez revenir sur ça juste pour se rappeler. Alors, la première catégorie, j'ai dit, ce sont les fonctions services. La deuxième catégorie, ce sont les fonctions techniques. On va définir c'est quoi une fonction technique. C'est une fonction interne au produit et il est nécessaire aux solutions retenues pour assurer les fonctions de service. Et vous avez un produit P, il va offrir un service. Donc, à travers cette offre de service, on parle d'une fonction de service. Ça veut dire qu'elle va répondre à un besoin. Alors, ce produit, pour qu'il puisse arriver à offrir une fonction service ou de service, il va activer une fonction interne, FI. Elle est derrière une fonction de service qu'elle a une fonction interne. Donc, c'est une fonction interne au produit et qui est nécessaire aux solutions retenues pour assurer les fonctions de service. Par exemple, la voiture, il assure plusieurs fonctions de service. Parmi ces fonctions de service, c'est de déplacer de point A vers le point B. Alors, pour faire un déplacement de point A vers le point B, il y a des fonctions techniques à l'intérieur de la voiture. Sans ces fonctions techniques, on n'aura pas le déplacement, on n'aura pas la fonction service déplacement. Donc, derrière les fonctions de service, quelles sont les fonctions techniques? Et de la même manière, on se trouve avec deux catégories. Les fonctions techniques principales et les fonctions techniques
qui sont complémentaires ou la secondaire. Donc, fonction technique principale, fonction technique complémentaire. Alors, ça, c'est en relation avec les fonctions que nous avons énumérées pour le moment. Donc, je fais juste un petit récap. Donc, il y a deux types de fonctions, les fonctions de service et les fonctions techniques. Là, on se trouve avec deux catégories, la même chose avec ces deux catégories. Derrière les fonctions de service, il y a les fonctions techniques. Alors, je vais peut-être définir les objectifs ça veut dire de l'analyse fonctionnelle. Et je dois donc m'arrêter, faire le point. Donc, je traite que les objectifs. Puis donc, on va finaliser la séance. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse fonctionnelle? L'analyse fonctionnelle, c'est une méthode utilisée pendant la phase de conception, d'amélioration d'un produit. Comme nous l'avons vu, analyse de la valeur. Vous pouvez l'utiliser pour concevoir un nouveau produit, comme vous pouvez l'utiliser pour améliorer un produit existant. Et à travers ces deux stades, il cherche à décrire le produit par les fonctions qu'il doit remplir. Lorsqu'on va utiliser l'analyse fonctionnelle, on va énumérer, on va recenser quelles sont les fonctions que notre produit il doit remplir. Et également, les contraintes auxquelles il doit se soumettre. Un produit pour qu'il sera utile, je parle le cas pour simplifier, un produit physique, alors il doit remplir un certain nombre de fonctions et il doit résister à un certain nombre de contraintes. Donc l'analyse fonctionnelle, il permet de décrire le produit selon les deux points de vue. Les fonctions à remplir et les contraintes auxquelles il doit résister. Par exemple, un stylo, parce qu'on va utiliser l'analyse fonctionnelle pour qu'on puisse énumérer les fonctions. Donc, un stylo, il va assurer, donc principalement, il va assurer une fonction. Un stylo normal. Je ne parle pas d'un stylo qui peut être différent. Donc, un stylo normal, il va remplir la fonction d'assurer un traçage, ça veut dire de mettre une trace qui peut être écriture ou la dessiner un tableau ou la mettre une figure ou une illustration. Donc ça, c'est une fonction à remplir par le stylo. Mais également, il doit résister à un certain nombre de contraintes. Il ne doit pas se casser, il doit résister à l'humidité, aux contraintes ambitieuses. Donc, ça veut dire qu'il est soumis à un certain nombre de contraintes. Et l'analyse fonctionnelle, elle va nous donner quelles sont les fonctions qu'il doit assurer et quelles sont les contraintes auxquelles il doit résister. Alors, toujours les objectifs. Lorsqu'on va concevoir ou là, on va améliorer un produit, un système, lors de la conception,
on va anticiper le comportement d'une solution qui n'existe pas encore. Et lorsque vous allez concevoir quelque chose de nouveau, et la phase de conception, il va vous demander de se projeter dans le futur pour développer quelque chose rien à voir avec l'existant. Donc, vous êtes dans l'innovation et la créativité. Donc ça, c'est juste un complément par rapport à ce que j'avais mis ici, conception, la amélioration. Alors, dans la phase de conception, là, lorsqu'on fait de la conception, on va anticiper le comportement d'une solution qui n'existe pas. Lorsqu'on va être l'amélioration, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la simulation. On va simuler le comportement d'une solution qui existe. Et la solution, elle existe, le produit, il existe, on va le simuler son comportement. Et c'est quoi donc l'objectif? C'est pour l'améliorer et pour mieux le comprendre. C'est mieux appréhender le système. Donc, c'était juste un petit complément pour que vous puissiez comprendre comment ça va être la valeur ajoutée de l'analyse fonctionnelle au niveau conception ou au niveau amélioration. Alors, en fin de compte, si je cherche à synthétiser, je peux dire que l'analyse fonctionnelle, donc l'abréviation c'est AF tout simplement, c'est une méthode qui permet de préciser les besoins réels des utilisateurs. Dans le point de départ, il fallait comprendre le besoin avant de le traduire. Donc tout d'abord, il fallait préciser le besoin Pardon. Donc, c'est une méthode qui permet de préciser le besoin réel des utilisateurs et par la suite de les traduire sous forme de fonctions à satisfaire. Donc, nous avons toujours le schéma besoin puis fonction. Le besoin sera traduit en fonction. Puis, vers la fin, d'aider à assurer l'adéquation produit-besoin. Donc, ça veut dire, lorsqu'on va arriver au produit, c'est qu'on est rassuré à ce que le produit, il est adéquat avec le besoin. Parce que donc l'analyse fonctionnelle, il nous a permis d'intégrer les fonctions utiles et les fonctions qui ont été traduites à partir des besoins. Donc, on va assurer l'adéquation besoin-produit. Et également, il fallait être le juste nécessaire. Vous avez fidèlement traduit le besoin en fonction et vous avez concevoir un produit qui intègre les fonctions utiles. Ça veut dire que vous avez traduit les fonctions en produit. Donc, ça veut dire que vous avez fait le travail nécessaire, le juste nécessaire. Il ne fallait pas ni ajouter plus, ni diminuer moins. Donc, on est dans le juste nécessaire. Et c'est ça également parmi les bénéfices de l'analyse fonctionnelle. On doit être le juste nécessaire. Sans gaspillage ou là sans manque.
Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, on est arrivé aux objectifs. Donc, j'ai déjà dépassé le temps que j'avais estimé, parce que donc je fais beaucoup. Là, je fais un effort un petit peu supplémentaire pour que je puisse donc expliquer la voix qui est très sollicité le distanciel plus qu'autre chose. Donc, c'est la fin de la science. S'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter donc bon courage pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Au niveau interaction, quelques personnes, les autres, واش متبعين ما متبعينش, je ne sais pas. Oui, monsieur. باش نعرف واش كتتبعين معايا, واش فاهمين ما فاهمينش, ما نعرفش. لأن s'il y aura pas d'interaction, ما نعرفش. On n'est pas في la classe باش نشوف le visuel, donc je vois rien. Donc, je vois juste l'écran. Donc, j'espère que vous avez assimilé l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est la fin de la séance. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite. بالتوفيق. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, j'espère qu'on se verra le lundi pour que ce soit, Inch'Allah, en présentiel. Merci, monsieur, pour les efforts. Bon rétablissement, monsieur. Merci, monsieur. Shukran. Merci, monsieur.